C'est le Far West sur Bitcoin. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses très importantes à dire ce matin étant donné la situation sur les différents marchés. Évidemment, on va faire le point sur le marché crypto où on a clairement un Far West. On est clairement sur des acheteurs et des vendeurs qui se comportent comme des cow-boys. On va faire le point aussi sur les marchés financiers traditionnels et avec un regard macroéconomique encore très important aujourd'hui, notamment au vu de ce qui s'est passé hier et des différents catalyseurs, des différents résultats macroéconomiques qu'on a pu avoir cette semaine. Et puis on va essayer de préparer aussi un petit peu bien cette deuxième partie de semaine qui s'annonce elle aussi très intéressante. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Et puis je vous rappelle qu'en ce moment, il y a un concours sur Instagram où on vous offre des cadeaux pour vous souhaiter une bonne rentrée. Donc n'hésitez pas à aller participer. Vous avez encore une fois le lien de tous nos réseaux dans le bio-link que vous avez dans la description. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer tout de suite sur le marché crypto. On va commencer par un premier point sur le marché crypto comme d'habitude. Un marché légèrement dans le vert. Ce matin, je dis bien légèrement. On a toujours un Bitcoin vulgairement qui se maintient entre les 25 500 et les 26 000 $, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Ethereum, qui lui se maintient au-dessus des 1600 $, mais on le verra tout à l'heure, qui semble commencer à prendre un petit peu l'avantage sur BTC, à surperformer un petit peu BTC, et ça pourrait lui permettre d'emmener avec lui une partie du marché altcoin qui justement est globalement vert, mais on retrouve toujours cette hétérogénéité assez significative avec certains alts qui sont bien plus en difficulté. Je pense à XRP, Solana, Dogecoin ou encore le FIL qui sont un petit peu plus dans le rouge. Du côté de l'indice Fear and Greed, pas de changement de ce point de vue-là, un indice à 41 ce matin, on reste dans un niveau de peur relativement modéré sur le marché. Et du côté des ratios long-short, pas de changement non plus de ce point de vue-là. On est toujours sur un équilibre à environ 70-30 comme vous le voyez à l'écran. Alors pourquoi je vous disais en début de vidéo c'est le Far West sur BTC? Parce que c'est un peu ça. On a un marché qui est totalement calme et poum, d'un coup ça dégaine des deux côtés, papam, ça part dans les deux sens et puis ça redevient super calme. On a l'impression qu'on a des acheteurs et des vendeurs qui sont face à face comme ça, qui se regardent. À un moment donné, boum, ça tire des deux côtés et puis après terminé. C'est ce qui se passe généralement à chaque fois, à peu près aux alentours de 17h30, 18h, 19h, où on a une volatilité qui est un petit peu plus importante sur Bitcoin. Donc là, vous le voyez ici sur la journée d'hier, mais ça a été le cas aussi mardi, ça a été le cas aussi lundi. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis quelques semaines quand même. Alors c'est pas systématique, c'est pas tous les jours, mais il y a toujours une ou deux fois par semaine où cette fin de session de Londres en fait, où les Américains se retrouvent seuls sur le marché, où on a en fait un moment de volatilité assez important. Alors hier ça a été exagéré en plus par la news qui est tombée, donc ARK Invest, le fonds d'investissement de Cathie Wood, qui a déclaré faire une demande auprès de la SEC pour un ETF spot, cette fois-ci non pas Bitcoin mais Ethereum. Il faut savoir que ARK Invest a déjà fait une demande auprès de la SEC pour un ETF Bitcoin, et là ils viennent de réitérer une demande, mais cette fois-ci pour un ETF spot Ethereum. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aussi on a vu un Ethereum qui a bien performé et qui a presque surperformé BTC hier. Alors par contre sur Ethereum, malheureusement, tout ne s'est pas passé comme on le souhaitait. On avait pris une petite position hier après-midi sur Ethereum. Et puis ce mouvement très très volatile nous a malheureusement fait sortir de notre position. Alors j'avais mis un SL un petit peu peut-être trop serré. J'aurais pu le mettre sous les précédents plus bas pour me laisser davantage de marge. Mais j'aurais eu un RR qui était beaucoup moins intéressant et qui ne rentrait pas dans ma stratégie. Donc là, pas tellement de frustration parce que de toute façon, j'ai respecté mon plan, j'ai respecté ma stratégie. Ça fait partie du jeu. Encore une fois, n'essayez pas à tout prix d'éviter les pertes. Ne voyez pas le SL comme un échec, d'accord? La perte, le SL, c'est une partie intégrante du trading. C'est inévitable, c'est quelque chose qui va forcément arriver. Vous n'aurez jamais 100% de win rate sur 10 ans d'affilée. C'est absolument impossible. Donc ce qu'il faut faire, c'est accepter les pertes, les anticiper, les calculer et les intégrer dans votre stratégie de manière à ce qu'elles n'entachent pas vos performances globales. Donc un petit peu de frustration uniquement parce qu'en fait on avait le bon biais, on avait le bon sens, on avait identifié le bon scénario, c'est quelque chose que je vous avais noté dès le début de semaine dans le serveur Discord, mais voilà, des fois le marché nous sort et il faut accepter tout simplement cela. Donc voilà, en plus
c'est vrai qu'au moment où ça s'est déroulé, ben, j'étais en live, donc j'étais en train de faire le podcast d'hier, donc je surveillais un petit peu la position, mais c'est vrai que j'étais pas forcément focus dessus. Je pense que si j'avais pas été en live, j'aurais tout simplement décalé mon SL pour laisser en fait la mèche se faire, pour laisser faire le mouvement se faire de prise de liquidité, et comme ça après mon trade aurait pu remonter de la bonne manière. Mais bon, de toute façon c'est fait, c'est pas grave, c'est une petite perte, donc pas de souci de ce point de vue là. Et donc du côté de Bitcoin, ça a été sensiblement la même chose, hein. On s'est fait rect aussi donc par cette grosse mèche, mais du coup sur BTC je me suis repositionné puisque je maintiens tout de même un biais haussier sur BTC avec au moins pour objectif de venir chercher cette liquidité aux alentours des 26 140 dollars et pourquoi pas aller combler les différentes zones de FVG en une heure qu'on a au-dessus justement des 26 200 dollars. Bon. Ce qu'il faut dire au-delà de ça, c'est que malgré qu'on ait eu ce gros nettoyage hier, hein, qui nous a permis de venir du coup récupérer toute la liquidité qu'on avait des deux côtés, en réalité ça ne change pas grand-chose à la situation et on est un petit peu toujours au même point, hein, à moyen terme. Donc pas de gros changements de ce point de vue-là. Évidemment à court terme, donc comme je viens de vous le dire, je maintiens un biais plutôt haussier sur BTC, mais à moyen terme, on est toujours dans une optique de retournement, enfin de continuation baissière en direction des 22 000, des 21 000, voire même des 20 000 dollars. Il n'y a pas forcément de changement de scénario de ce point de vue-là. Pour faire un petit point, du côté de l'Open Interest, du coup ce matin, un prix qui décroît un petit peu, l'Open Interest qui est monté un petit peu dans la nuit durant la session asiatique, mais qui s'est calmé ce matin en session de Londres. On a des funding rates, on le voit, qui sont passés un petit peu dans le rouge, justement, dans cette session asiatique, et qui sont repassés légèrement dans le vert ce matin. Donc attention à cette situation, ça peut être représentatif d'une certaine indécision sur le marché, justement, d'un combat, encore une fois, entre les acheteurs et les vendeurs, avec aucune des deux parties qui arrive justement à vraiment prendre le dessus sur les autres. Et puis du côté des CVD spot, on est toujours sur de la vente. Pour vous faire un petit point du côté de l'order book, donc on est sur une très grosse zone actuellement. Ça va très certainement repartir dans les deux sens. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Donc il va falloir rester très prudent sur le marché. Alors petit conseil justement, petit tips que je peux vous donner vis-à-vis de cette situation, parce que c'est quand même assez caractéristique de ce que fait Bitcoin depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'on est très calme, on est flat, d'un coup ça part dans les deux sens, et donc c'est très compliqué d'être dans les mouvements. Soit il faut être dans les mouvements à l'avance, ce qui s'était passé hier, mais du coup on s'expose potentiellement à une prise de liquidité dans un sens ou dans l'autre qui peut nous mettre en difficulté. Soit on arrive à se positionner une fois que le mouvement est lancé, mais là aussi il faut être très prudent pour ne pas arriver en fin de mouvement. Donc faites très attention si vous exposez sur Bitcoin en ce moment. C'est pas forcément la crypto la plus facile à trader, je trouve, actuellement. On a un marché crypto très intéressant qui nous offre beaucoup d'opportunités, et notamment sur les altcoins. Profitons-en, d'accord? Si le BTC est plus compliqué à trader, allons voir ailleurs. Allons voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ok? On a un marché qui est quand même complet, qui nous offre différentes opportunités, autant en profiter et autant les saisir. Alors justement, ça va me permettre de faire le point un petit peu sur ces différentes opportunités, et notamment celle sur Avax que je vous ai partagé hier matin dans le serveur Discord. Un double trade que je vous ai partagé, un short puis un long. Et là, le scénario s'est respecté à la lettre. Alors personnellement, je n'ai pas été fil sur ma deuxième entrée sur BitGet. Le prix s'est arrêté à 3-4 centimes de mon prix d'entrée. Mais c'est exactement le setup que je vous ai partagé hier matin dans le serveur Discord. Vous pouvez clairement aller voir, je vous ai fait un tweet d'ailleurs ce matin à ce sujet-là. C'est le setup parfait. Donc là, encore une fois, pour vous montrer que l'analyse technique, quand elle est bien faite, c'est vraiment précis, c'est vraiment méticuleux. Et ça permet d'avoir des setups vraiment concrets qui se réalisent. Alors pas toujours, mais quand il se réalise très bien. Donc là, un premier trade à plus 4,4 R, un deuxième trade à plus 3 R. Donc vraiment de très belles performances. Juste avec ces deux positions, il y avait de quoi presque faire votre semaine. Donc franchement, très intéressant le mouvement qu'Avax nous a réalisé. Alors évidemment, je surveille aussi d'autres altcoins. Je pense notamment au BEL, d'accord, donc sur du 1 heure, où j'attends un petit peu de retracement pour envisager une continuation haussière. Maintenant, c'est vrai qu'il est un petit peu lent. Pour le moment, il met son temps, il prend son temps à retracer dans ce bull flag. Donc on verra à quel moment on rentrera en position. Mais moi, c'est vrai que je l'attends un petit peu plus bas. Encore une fois, cette position, je vous l'ai détaillée dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas
à aller voir ça. Du côté du gala, le trade là c'est très très bien passé avec la réaction haussière d'hier après-midi. Ça nous a permis de prendre un joli profit partiel et de remontrer notre SLABE, donc position totalement sécurisée. Ça a été le cas aussi sur OP, donc la position qu'on avait prise mardi après-midi ou mardi matin. C'était, oui, voilà, mardi midi on va dire. Très très belle position aussi sur OP qui s'est merveilleusement bien passée. On peut parler aussi de la position sur Unfi ou Unfi, je ne sais pas comment vous prononcez, où là tous les TP ont été touchés justement ce matin. Là vous voyez qu'à l'instant on vient de venir chercher les derniers TP qu'on s'était fixés. Donc là aussi très très belle prise de position. Maintenant bien évidemment tout n'a pas fonctionné, toutes nos positions n'ont pas été gagnantes, ce serait trop beau. Je vais prendre ici par exemple l'exemple du Solana où on avait tenté une double entry sur ce setup qui était plutôt intéressant. Mais on s'est fait sortir par là aussi cette prise de liquidité. Alors attention d'ailleurs sur le Solana, on voit que là on a laissé un equal low. Donc petite poche de liquidité que le prix reviendra sûrement chercher en plus de ce précédent plus bas. Donc naturellement, ce que je vais chercher à faire sur Solana, c'est potentiellement me positionner sur ces niveaux-là, donc sur les 19 $ en fait, parce que ça peut être intéressant. Maintenant, il faut rester prudent, on a encore d'autres plus bas, justement plus bas, donc il faut rester attentif à ça. Mais sachant que j'ai un biais plutôt bullish sur Solana, je vais surveiller ces différents niveaux pour un éventuel repositionnement. De toute façon, je vous tiendrai au courant directement dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour aller voir ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté du marché crypto. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels avec une approche macroéconomique aussi importante aujourd'hui. 1 $ encore bullish, toujours bullish, forcément avec les résultats notamment qu'on a eu hier après-midi. On va y revenir juste après. Donc là, en 4 heures en daily, on a clairement cassé les précédents plus bas. Donc comme je vous le répète depuis le début de la semaine, j'envisage vraiment 1 $ en direction des 106 points désormais. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui le retient. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas par exemple faire aujourd'hui un petit peu de retracement à court terme. Mais voilà, sur du moyen terme, je l'attends sur de la continuation en direction des 106 points. Et alors là, on arrivera sur une zone très très importante, puisque du coup, si on est amené à casser cette zone des 106 points, alors du coup, on change de structure et on relance une structure haussière. On relancera une structure haussière. Donc les prochains jours et les prochaines semaines vont vraiment être très intéressantes pour le dollar. À voir aussi ce qui se passera pendant le FOMC le 20 septembre prochain. Mais ça va être intéressant. Alors, pour revenir un petit peu plus précisément sur ce qui s'est passé hier, donc je vous en parlais début de semaine sur YouTube, on a une contraction des PMI de service un petit peu partout dans le monde. Ça s'est confirmé hier du coup aux États-Unis avec les résultats des PMI de service qui ont fait même moins que les estimations. On s'attendait à un indice à 51 sur les PMI de service et on a eu du coup 50,5. Donc la tendance baissière qu'on observe sur les PMI de service partout dans le monde se confirme aussi aux États-Unis, comme vous le voyez juste ici. D'accord. Par contre, là où on a été surpris, c'est sur le chiffre de l'ISM. Ok, l'indice manufacturier, non manufacturier de l'ISM, où en fait on a eu là un chiffre qui est reparti à la hausse. Donc assez étonnant, assez contradictoire avec le résultat des PMI. Et du coup, ce qui a entraîné une réaction, boum, haussière immédiate du dollar, puisque c'est un chiffre qui a été perçu plutôt comme inflationniste. Alors, en plus de ça, on a une situation très particulière en ce moment. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle, vous allez en avoir marre. Mais on a un dollar. Le prix du pétrole qui est en train d'exploser à la hausse en ce moment. Et ce que la Fed regarde attentivement, je vous l'ai partagé dans le serveur Discord, c'est ce graphique-là. C'est ce graphique-là où on observe très clairement la corrélation entre les prix du pétrole et les anticipations d'inflation à 5 ans. Donc, si on a un prix du pétrole qui monte, comme c'est le cas en ce moment, les anticipations d'inflation à 5 ans vont augmenter aussi. Parce que oui, très naturellement, le cours du pétrole, il a une influence directement sur l'inflation aux États-Unis. Pas seulement aux États-Unis, mais notamment aux États-Unis. Donc, si le prix du pétrole continue de monter, ça va être très très compliqué pour la Fed de maintenir l'inflation à 3% et encore plus compliqué de la faire redescendre à 2%. Donc forcément, ce prix du pétrole, il est décisif en ce moment. La Fed le regarde de très très près et s'il continue de monter, ça pourrait être problématique. Alors, autre souci, c'est que comme je vous l'ai dit, le pétrole, il est corrélé donc à la courbe de l'anticipation des taux, de l'anticipation de l'inflation à 5 ans, mais il est corrélé aussi au rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis. Et
on voit que ce rendement obligataire à 10 ans, alors autant sur du 2 ans, on est arrivé quasiment sur du top. Et encore, avec l'ISM hier, les rendements obligataires à 2 ans aux États-Unis ont monté. Mais sur du 10 ans, on voit qu'on a encore de la marge. Clairement, on n'est pas encore sur du top sur les rendements obligataires à 10 ans. Et donc, on va potentiellement avoir là aussi davantage de hausse. Donc, la situation se tend, la situation est de plus en plus compliquée et on n'est clairement pas au bout de nos peines, je pense, sur le pétrole. Donc tout ça rend la situation encore plus inflationniste et donc naturellement on va avoir un dollar qui va être attiré par le haut puisque qui dit inflation dit potentielle hausse des taux d'intérêt directeurs et qui dit potentielle hausse des taux d'intérêt directeurs dit hausse du dollar. Alors pour le moment, pour les estimations du prochain FOMC, ça n'a pas trop changé. On reste sur des probabilités assez fortes d'une stabilisation des taux. Mais comme je vous le disais, moi, ces estimations, j'y crois qu'à moitié. Parce que si on regarde en fait les taux terminaux de la Fed, on voit que les marchés ont déjà pricé la semaine dernière, hein, ça c'est le graphe de la semaine dernière, une hausse des taux de 15 points. On est à 5,65 sur le taux terminal de la Fed. Et donc très naturellement, si on a un prix du pétrole qui continue de monter, on devrait avoir un taux terminal qui devrait monter à 5,75, voire même au-dessus. D'accord? Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Et naturellement, du coup, pour moi, on va avoir un dollar qui va continuer sa tendance haussière. Sans oublier, bien évidemment, le fait qu'on ait un marché obligataire, du coup, sous tension aux États-Unis. On a des courbes des taux 2 ans, 5 ans, 10 ans qui restent extrêmement bullish aux États-Unis. Donc voilà, pas de changement de ce point de vue-là. Et donc très naturellement, en restant bullish sur le dollar, on va rester tout simplement bearish sur les cross assets. Le gold, par exemple, depuis le début de la semaine. Depuis le début de la semaine, je vous dis que j'attends l'or revenir sur ses 1900 points, 1908 points sur la structure sur laquelle on avait rebondi il y a 2 semaines. Je fais que de vous le dire depuis lundi. Résultat, qu'est-ce qui se passe depuis lundi? On est en chute libre sur le cours de l'or qui se dirige du coup tout droit vers cette nouvelle structure. Et je pense qu'on devrait continuer aussi de chuter sur l'euro USD. Donc c'est pour ça qu'on est toujours en position. Et je pense qu'on devrait continuer de monter aussi sur l'USD JPY. Et c'est pour ça que sur lui aussi, on est toujours en position. Donc pour le moment, tous nos biais se confirment, tous nos scénarios se confirment. Et donc on reste pour le moment dans nos positions. D'accord. Évidemment, on garde un œil aussi sur les marchés financiers, enfin sur les indices boursiers américains, S&P, US 30, Nasdaq, qui ont donc la semaine dernière fait une petite respiration en repartant vers le haut. Et puis comme je vous l'avais dit lundi, qui ont entamé leur prolongation baissière désormais. Donc voilà, on est toujours dans ces positions. De toute façon, c'est des trades qui ont été totalement sécurisés avec des prises de profit partielles et des SL à BE. Alors justement, pour vous parler un petit peu du marché action, chose intéressante, hein, graphique que je vous ai détaillé dans le serveur Discord hier, si on regarde les 7 magnifiques, donc en gros les GAFAM plus Nvidia et Tesla, on observe qu'aujourd'hui ces 7 entreprises, ces 7 actions représentent ont un poids de 28%, représentent 28% de la capitalisation totale du S&P 500. Rendez-vous compte donc du poids, c'est quasiment, voilà, c'est un tiers à peu près, c'est entre un quart et un tiers de la capitalisation totale du S&P 500. Donc rendez-vous compte du poids qu'ont ces entreprises sur les indices boursiers américains. Donc quand je vous disais que, encore une fois, voilà, Nvidia, l'intelligence artificielle, surboostait en fait les marchés financiers et notamment les indices boursiers américains, c'est pas de la rigolade, c'est une réalité. Et donc forcément, il faut qu'on ait un œil ultra attentif sur les résultats de ces entreprises parce que ça va avoir un impact direct sur le S&P 500. Là, on le sait, par exemple, les prochaines grosses échéances, ça va être pour Apple. Apple qui va sortir son iPhone 15. Donc naturellement, ça va pouvoir jouer sur le cours de l'action. Donc naturellement, il faudra surveiller ce qui va se passer du côté des indices boursiers américains. S&P 500 certes, mais aussi sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. C'est très très important de comprendre tout ça. Je terminerai du coup avec, pour aller dans la continuité de ce que je disais avant d'un point de vue inflationniste, même si j'en ai déjà parlé hier matin, voilà, les anticipations de récession qui continuent de diminuer aux États-Unis. Hein. Franchement, pour 2023, le risque de récession est quasiment éteint. Par contre, attention à l'année 2024 où on pourrait avoir le revers de la médaille. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin aussi sur les marchés financiers traditionnels. Donc pour vous faire le petit programme de la journée. Donc aujourd'hui on est le jeudi 7 septembre. On a eu déjà ce matin certains catalyseurs, certains résultats macroéconomiques qui ont été assez intéressants s'ils veulent bien s'afficher. Alors visiblement j'ai mon investing qui bug un petit peu. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'afficher les résultats du jour.
Alors, mais bon, comme je vous le disais, en attendant que ça charge, on va avoir une semaine et notamment là une fin de semaine qui va vraiment beaucoup s'articuler autour de l'Europe et de l'Asie, même si on va quand même avoir des petits résultats du côté américain. Alors, quels sont ces résultats-là? Ben déjà, il faut savoir qu'aux États-Unis, on va avoir sur cette fin de semaine beaucoup de membres du FOMC qui vont s'exprimer, d'accord? Williams, Bowman, qui vont s'exprimer. On aura ce soir la suite donc du Beige Book, donc du livre beige de la Fed, qui est, je le rappelle, un rapport économique très très important, qui est très suivi justement par les investisseurs et les économistes. On va avoir aussi le bilan de la Fed, donc ce soir à 22h30, qui sera aussi une donnée importante, mais ce n'est pas forcément des gros catalyseurs qui vont entraîner une réaction directe sur les marchés, mais il faudra quand même le prendre en compte. Cet après-midi, du côté américain, on aura comme d'hab 14h30 inscription hebdomadaire au chômage, et nous, ce qui nous intéressera aussi, bien évidemment, c'est à 17h, les stocks de pétrole brut. Là, sur cette fin de matinée, je vous invite à suivre évidemment les résultats de la croissance en Europe, donc en Union Européenne, avec le PIB trimestriel qui devrait être publié ainsi que annualisé. Donc des résultats qui seront importants, notamment pour nos positions sur le CAC et sur le DAX comme d'habitude. Et puis demain, on aura aussi une journée intéressante, alors déjà dans la nuit, avec une session asiatique bien remplie, avec notamment les résultats de la croissance au Japon, croissance qui devrait repartir assez fort à la hausse au Japon. On aura les résultats de l'Allemagne, résultats décisifs en Europe demain matin. Et puis on aura après les prévisions économiques de l'UE et le taux de chômage au Canada. Donc une fin de semaine qui va quand même être intéressante, même si je ne m'attends pas forcément à tant de volatilité que ça. D'ailleurs, le fait qu'on n'ait pas forcément de gros catalyseurs du côté américain pourrait nous permettre, va nous permettre en fait de vraiment travailler sur de l'analyse technique sans forcément être bridé par les résultats macro qui des fois nous empêchent un petit peu de prendre certaines décisions par l'incertitude qu'ils créent. D'accord? Donc là, ça va être vraiment intéressant. Donc voilà, pour ça, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord cet après-midi, session trading de 15h à 17h. Et puis ce soir, on se retrouvera pour un cours du soir justement sur le trading dans le serveur Discord. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous souhaitez plus de détails, aller plus en profondeur, je vous invite à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vous invite aussi à aller participer au concours actuellement sur Instagram qui se termine samedi. Donc il vous reste plus que quelques jours. Je vous rappelle qu'il y a toujours les offres avec nos partenaires Summit pour leur ICO, Harmonia pour de l'investissement. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça dans notre serveur Discord aussi et dans la description. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.